De retour sur ce plateau du grand rendez-vous avec dans le public le CM Tafsir Niao Faye de Rufisque. Ils sont accompagnés de M. Diallo qui est leur professeur d'histoire et géographie, ainsi que l'école Mbaynir de Rufisque accompagné d'un des enseignants, M. Sen. Né à Diourbel, il entame ses études supérieures à l'Institut d'informatique appliquée. Il vient de publier aux éditions Stella Maris le livre Méditation quotidienne. Nous avons le plaisir de recevoir M. Abdou Khadr Mbacké. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Mbacké. Bonsoir. Avant de passer à votre recueil de poèmes, nous allons donner la parole à Kémy Seba pour sa chronique géopolitique de la semaine. Cette semaine, il va nous parler de... Bonsoir très cher frère. L'actualité, et bonsoir mon cher ami. Bonsoir. L'actualité est très chargée, comme on le sait tous, mais on n'a pas envie d'être rébarbatif, puisqu'aujourd'hui le terrorisme est devenu un élément qui aussi présente la météo. Et en parler régulièrement, souvent nous orienterait dans une direction qui est peut-être voulue par d'autres, qui veulent créer ce climat de peur. On va parler de quelque chose qui concerne l'Africain en priorité, mais aussi d'autres contrées. En l'occurrence, le phénomène du land grabbing. Est-ce que certains ont déjà entendu parler du land grabbing ici? Land grabbing, exactement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Bien sûr. D'accord. Et la Bible aussi? Au Zimbabwe ou bien... Voilà, au Zimbabwe entre autres, mais pas simplement. Et bon, donc on va définir quand même pour ceux qui ne le savent pas, on va traduire déjà, c'est l'accaparement des terres, évidemment. Je n'ai pas posé la question à Lune puisque je sais que tu connaissais évidemment ce concept. Je réponds plus Donc, pour être le plus synthétique possible, parce que le sujet nécessite malheureusement quand même qu'on approfondisse, les accaparements de terres sont les acquisitions ou des concessions foncières qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Elles sont contraires aux droits de l'homme, pas le droit de l'homme dans ce qu'on nous présente aujourd'hui, parce que vous savez la distance critique qu'on peut avoir avec ce dernier, et en particulier aux droits inaliénables des femmes à avoir un traitement équitable. Elles ne reposent pas sur le consentement préalable, libre et éclairé des usagers affectés, c'est fâcheux, et surtout elles ne reposent pas sur une évaluation minutieuse ou ne tiennent pas compte des impacts sociaux, économiques et environnementaux. C'est des choses que l'on se doit quand même de préciser lorsqu'on parle de ce phénomène d'accaparement des terres. Ce phénomène-là est lié à un autre processus dont on parle pas très souvent, mais qui pourtant est extrêmement présent dans les politiques mondiales et globales de manière générale, en l'occurrence le phénomène de ce qu'on appelle le malthusianisme. Qu'est-ce que le malthusianisme? C'est une idéologie qui a été théorisée par M. Malthus, qui pensait qu'il fallait diminuer la population pour qu'on puisse être capable de pouvoir profiter des ressources naturelles dans ce monde, et que s'il y a surpopulation, on finira tous par se tuer sans se tuer. La théorie de notre ami qui était passé la dernière fois, Pierrot. Exactement, qui l'a poussé à... voilà, très le homme, mais c'est un camarade, même si on a des accords sur certains points, c'est un camarade. Et donc, il faut aussi contextualiser quand on parle justement de ce malthusianisme-là. Les pressions s'accumulent, une population mondiale prévue de dépasser 9 milliards de citoyens d'ici 2050. Je ne sais pas si tu dois en compte à Lyon, contre 7 milliards aujourd'hui et 3 milliards en 1950. On est passé de 3 milliards à, en 2050, probablement 9 milliards. L'utilisation des ressources naturelles a été multipliée par 10 en un siècle seulement, et pourrait doubler de nouveau d'ici 2030 d'après le Stockholm Environment Institute. Excusez-moi pour mon accent mauvais anglais, je suis un panafricaniste francophone. La demande mondiale en énergie et en eau est aussi prévue d'augmenter respectivement de 30 à 40% au cours des 20 prochaines années. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la demande en nourriture, en aliments pour le bétail et en fibres textiles est prévue d'augmenter de 60% d'ici 2050. Sur la même période, la quantité de terres arables disponibles diminuera de 1,5% par an et par personne, toujours selon la FAO. Résultat, les Nations Unies ont évalué qu'au niveau mondial et pour l'année 2015, les pertes dues aux catastrophes s'élèveraient probablement à environ 314 milliards de dollars. Si la vision malthusienne ne s'est pas réalisée jusqu'ici entièrement, les gains de productivité compensant l'augmentation de cette population, les limites à la croissance deviennent néanmoins de plus en plus visibles, et en ce sens, le malthusianisme est présent.
quand on parle de ces mains basses sur les terres arabes, il est nécessaire d'essayer de comprendre le phénomène, ce processus qui fait que des multinationales, issues pour la plupart du temps de pays riches, mais pour une fois, et je pense qu'il est bien de le préciser, ce n'est pas des multinationales uniquement installées dans les nations occidentales. On n'est pas là pour diminuer la responsabilité, mais il faut préciser que aussi au Moyen-Orient, dans les pétromonarchies, et aussi dans certaines contrées du côté de l'Amérique du Sud, ou en Asie, on a des multinationales qui ont compris qu'il est nécessaire de passer des contrats avec des chefs d'État ou avec des dirigeants, quels qu'ils soient. On n'est pas là pour faire des attaques ad hominem, d'accord, pour louer pour 40 ans, 50 ans, un certain nombre de territoires et qui pourra permettre... N'applaudissez pas, c'est grave. Moi qui adore les applaudissements, malheureusement là c'est grave. Bah oui, tu les as tellement coachés. Je suis tellement habitué à cette démarche-là, mais là malheureusement ce qui se passe là est grave. Et cette situation fait qu'aujourd'hui on a un bon nombre d'agriculteurs, bon nombre de paysans qui sont expropriés de leur terrain, on ne leur demande pas leur avis, exclus de leur droit à pouvoir, comment dirais-je, profiter de leur propre destinée, de leur propre terroir. C'est un petit peu ce dont parle l'invité dans un de ses chapitres de poésie, lorsqu'il parle d'africanisation, lorsqu'il parle de ce rapport à la terre. On a des multinationales qui sont aujourd'hui en train de faire un colonialisme qui n'est même pas simplement un colonialisme. Le colonialisme culturel, il peut y avoir une démarche qui est effectuée pour être dans comment dirais-je, une rétrocession de ce processus-là. On peut revenir dans une démarche de désaliénation. Mais lorsque l'on colonise cette terre-là, que l'on prend ces richesses-là et qu'on les vide par la suite, lorsque l'on se retrouve à pouvoir reprofiter de ces terrains et qu'il n'y a plus rien, on sera la dernière roue du carrosse encore une fois. Et c'est pour ça qu'on en revient encore une fois, une énième fois, à ce rôle de ces sociétés civiles-là, africaines, mais pas simplement, sud-américaines pour celles qui sont touchées, de peser de tout leur poids auprès des autorités pour que ce patriotisme économique, pour que ce patriotisme agricole aussi puisse être plus que jamais présent. On ne peut pas, sous prétexte de la dollarisation des esprits ou de la monnaie chinoise des esprits, la yuan, on va faire un néologisme, la yuanisation des esprits, être dans cette optique de vendre des terrains qui appartiennent à des populations depuis des siècles. Il faut que nos dirigeants, et on va se centrer sur l'Afrique et j'en terminerai par là, aient ce regard, cette compréhension que le sol est le coffre-fort d'un peuple. Celui qui ne protège pas son sol ne peut pas exiger ou ne peut pas songer à avoir une certaine émergence. On ne peut pas parler d'émergence en bradant nos territoires à des nations extérieures qui ont vidé leur propre sol et qui ont pour finalité de vider le nôtre aussi. On doit prendre soin de nos agriculteurs, on doit prendre soin de nos terrains parce que dans ces terrains se trouve probablement le coffre-fort de notre destin. C'était donc notre chronique au sujet du land grabbing. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais on veut être le plus intelligible pour la masse et que la masse comprenne que ce processus-là nécessite une responsabilité de chaque citoyen. Il ne faut pas attendre que l'État change de comportement, il faut que les sociétés civiles africaines changent d'attitude et passent d'une passivité à une réactivité réelle pour agir et faire le plus de bruit possible pour que nos dirigeants changent leur fusil d'épaule. Voilà, c'était notre chronique de cette semaine. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés. Donc nous allons tout de suite passer la parole à Sembake. Bonsoir. Cet ouvrage s'adresse à nos terres, la terre africaine, la terre sénégalaise en particulier. Donc l'idée est de montrer que les Occidentaux ne sont là que pour piller nos ressources et nous spolier nos biens et que le développement de l'Afrique nécessairement ne se fera que par les Africains eux-mêmes. Et je disais que Serigne Touba l'a mentionné quelque part par rapport à ce complexe que nous avons de la race blanche dans Massalikul Jinan en disant il ne faut pas que nous nous sentons faibles face aux Occidentaux, face à la puissance occidentale, et que la couleur de peau ne saurait être interprétée par un quelconque sentiment d'idiotie. Donc de ce fait, l'Afrique aujourd'hui n'est pas simplement le plus bel endroit de la Terre, c'est le plus comble, le plus inspirant. Il y a des milliards et des milliards de ressources à coloniser. Donc aujourd'hui, qu'attendons-nous? Toutes les étoiles qui se situent au-dessus de l'Afrique doivent appartenir à l'Afrique et les fils doivent s'en inspirer. Alors, la troisième pièce de mon livre s'adresse peut-être à des pensées libres. Là, j'ai tenté de rendre hommage à deux personnages qui me sont très chers, ma grand-mère et mon ami Serigne Saliou Diop, que Dieu ait pitié de leur âme. Là, je tente d'aborder la vie, la finitude, l'absence, la spiritualité en quelque sorte. Donc la quatrième pièce, qui est l'avant-dernière, s'adresse à des faits sociaux, à des principes idéaux qui fondent l'humanité et qui font que le rapport à soi et le rapport à autrui
deviennent des rapports féconds dans un milieu et dans un cercle social où la mesquinerie peut-être et la méchanceté gratuite sont devenues des monnaies courantes. La toute dernière pièce s'adresse à la spiritualité en tant que telle. Là, j'essaie d'aborder la spiritualité religieuse parce qu'on a tendance à mélanger la spiritualité religieuse, celle occidentale peut-être et celle africaine. Mais si vous voyez très bien, ces pièces ont un point en commun. Là, je pars d'un certain nombre d'événements qui sont en réalité qu'un prétexte pour dire que le réel dans sa globalité peut être support de réflexion. À partir de toute expérience du réel, on peut méditer, on peut ruminer l'existence et peut-être j'anticipe un peu. Je l'ai appelé méditation quotidienne du simple fait que désormais, je me suis dit que c'est à partir de mon regard que je jeterai le regard sur le monde. Donc c'est à partir de mon point culminant, le moins substantiel, que je vais regarder le monde et que ce regard change de perspective. Donc c'est à partir de mon regard, derrière le regard des miens, dans un lieu donné, que j'avais pour ambition de jeter un regard sur la réalité. Donc tout cet enjambement stylistique, ces petits récits de vie, ces courts textes, cet aphorisme me semblait être dès lors peut-être une longue méditation. Et que la méditation n'est plus peut-être un exercice abstrait, aléatoire, désincarné. Elle peut être finalement incarnée dans le réel. Avant de passer la parole à mes camarades, moi quand on voit le titre, je me disais un peu que c'était un peu des aphorismes, comme vous dites, un peu des écrits, mais peut-être en prose. La poésie, c'est un art, vous savez. Oui. Donc, c'est la différence de la prose, parce que vous adoptez de la poésie libre. De plus en plus, les gens font de la poésie libre. Bon, on sort un peu des carcans. Mais néanmoins, même la poésie libre, il y a ce lyrisme qu'il faut retrouver, il y a cette rythmique, pour que ça puisse accrocher. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez un peu, parce que lorsque vous faites des méditations et que vous les mettez en prose, là, vous pouvez atteindre non seulement une plus grande partie de gens qui vous serez plus... comment on dit, vous aurez plus de personnes que vous pourrez atteindre, parce que voilà, ce sera un peu moins élitiste, quoi qu'on dise, la poésie est assez élitiste. Mais comme je disais, comme c'est un art et que comme il y a cette rythmique, pour que ça puisse accrocher, il faudrait que le poète fasse preuve un peu de ce talent pour pouvoir accrocher les gens. Parfois la prose, même s'il n'y a pas beaucoup de lyrisme, de rythme, quoique certains parviennent à avoir ça aussi dans la prose. Mais là, l'avantage de la prose, c'est que vous pourrez faire part de vos méditations, de vos pensées, dans un texte qui est, même parfois, quand il est très bien écrit, est quand même assez accessible. Mais je ne sais pas si vous comprenez que la poésie, parfois, si vous ratez ce coche, vous avez du mal à capter. Oui. En fait, je dirais que, comme le disait Denis Diderot, je pense, c'est lui, la poésie n'est pas de la prose, mais la prose, c'est de la poésie. Et pour dire que... Certaines proses. Oui, certaines proses, oui. Donc, pour dire que c'est peut-être un rythme de respiration qui m'est propre, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai toujours écrit. Et je trouve que... Parce que là, vous n'écrivez pas de la prose, vous faites de la poésie. Oui, donc, je fais de la poésie libre. En dehors de votre propre rythmique, de cette respiration dont vous parlez, il faut quand même atteindre cet art, je veux dire, qui puisse faire que quand on vous lit, on se rend compte que, on lit un poème. Je pense que peut-être c'est l'aspect lié à l'ouverture. Au moment où j'écris, j'essaie d'aborder le propos qui cherche à être dit de la meilleure des façons, mais de la façon la plus libre que ça soit possible. Donc aujourd'hui, je dirais que je sens la nécessité d'écrire, mais de ne pas m'enfermer dans un vase autarcique. Et j'essaie tout simplement de divulguer le propos qui cherche à être dit de la meilleure des façons possibles. Donc je disais que c'est un rythme de respiration qui m'est propre. C'est comme ça que j'ai toujours écrit. Et je trouve que ça ramasse en quelque sorte un propos bien senti, une expérience. Des fois, j'ai besoin de raconter un peu plus. Donc tout cet aphorisme-là, ces petits récits de vie, je pense que ça a un point commun, qui est tout simplement une méditation qui peut être lue par le lecteur, qui a plus de pouvoir sur le livre que l'écrivain. Parce que, comme le disait le professeur, je pense, Souleymane Bachija, il disait toujours que le lecteur a plus de pouvoir sur le livre et que sur l'auteur en tant que tel, et que le livre, effectivement, devient une sorte de panacée pour le lecteur
car pouvant conduire à divers sens. Donc je pense que tantôt, et dans ce livre, il y a des textes qui sont rimés, il y a des textes qui ne sont pas rimés, donc je pense que l'essentiel est que le message a été divulgué et que ça a une très grande portée. On va voir si la portée est réelle avec nos camarades en commençant par la bouche. Félicitations, monsieur Mbaké. Merci. Et bienvenue sur ce plateau. Je vous félicite d'abord pour avoir eu le courage déjà de sortir un livre à votre âge. Et on sait très bien que c'est pas facile. Et on sent, quand vous parlez, quand on vous lit, on sent cette fibre artistique. Je pense que peut-être que c'est pour ça que vous avez choisi la poésie. Et voilà, comme on dit, après, c'est de l'art, hein, qu'on n'aime pas, c'est assez subjectif. Comme on dit pour l'amour, ça se juge pas. Je pense que l'art aussi, on ne peut pas juger l'art. Il y a des critiques d'art quand même. Voilà, il y a des critiques. Chacun par rapport à ses outils, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, généralement, la poésie, voilà, c'est pas un style littéraire que j'aime. J'écris des poèmes de temps en temps, un peu plus ésotériques. Lui, il a le courage de publier. Il a le courage de publier, mais le courage de publier. Pour lire, franchement, je me dis, je préfère ce qui est prose, essai. Comme le disait Alune, je pense que peut-être ça aurait eu plus d'impact si c'était un essai, pour essayer de véhiculer vos idées, parce que, voilà, la poésie, c'est un art. Et voilà, c'est comme le chant. Après, il faut savoir chanter, sinon on peut écrire des textes. Au lieu de dire une chose, c'est le contraire là. Mais voilà, moi, dans les idées, on voit bien que c'est riche en termes d'idées, en termes de messages que vous voulez véhiculer. C'est sur le fond, j'ai bien aimé, mais bon, peut-être la forme, voilà, ça, c'est subjectif, quoi. Je veux dire, voilà, la forme. En tout cas, lui, il vend bien son livre. À l'entendre parler, de toute façon, il est assez satisfait de ce qu'il a fait. Abdelkhadr. Oui. En fait, comme le dit le monsieur, en fait, c'est un sentiment subjectif. Exactement. Je suis plus à l'aise, moi, dans des livres genre recueil de nouvelles qui racontent des expériences vécues. Je suis plus à l'aise à ce niveau que, par exemple, sur les romans. Donc, c'est un sentiment subjectif qui anime l'auteur, qui anime aussi le lecteur. Et je pense que l'essentiel d'un ouvrage, c'est qu'il puisse y avoir une grande portée et que le message passe. Je pense que c'est ça le véritable fardeau qu'un écrivain peut se léguer. Et je pense que pour peut-être parler de cette notion de lucidité, parce que j'ai tenté tout le long du livre d'aborder ce sens-là pour être le plus lucide possible. Donc la lucidité, c'est peut-être un travail que l'écrivain tente de faire, donc ni optimisme béat, ni pessimisme profond. Regarder le réel tel qu'il est, le décrire dans sa globalité, et de faire ainsi tomber les voiles. Comme disait Nietzsche, lorsque les voiles sont levées, il y a cette sorte de vérité qui apparaît. Donc, à travers le gai savoir et peut-être le désespoir joyeux, peut-être que le terrain sera prêt à faire jouir les choses dans leur exacte mesure. Donc, la littérature, c'est deux corps d'ensemble qui le constituent, l'écrivain d'abord et après le lecteur. Mais le lecteur a plus de pouvoir sur le livre que l'écrivain, parce que c'est à lui que revient la grosse tâche de pouvoir poursuivre ce rêve d'écrivain que l'écrivain tente de ce fait de véhiculer dans l'ouvrage. Voilà. Ousmane, Abdou, l'un de nos deux écrivains sur le plateau. Abdelkhadr Mbaké. Donc, tout d'abord, ce que je fais, c'est quand il y a des jeunes qui écrivent, tu ne peux que les féliciter, les encourager. Merci. Mais, parce qu'il y aura un mais quand même. Quand on écrit, par exemple, on soumet ça au public et on n'est plus maître de ce qu'on écrit. C'est-à-dire, on est censé maintenant défendre le livre, parce que le livre appartient à la postérité. Quand on écrit, on soumet une réflexion
à des individus, à un monde extérieur. C'est vrai, moi, j'ai parcouru ça, c'est vite fait. C'est vite fait, mais je me dis que souvent, par exemple, il y a des poètes, des jeunes poètes au Sénégal comme Arfan Kraossar, quand tu lis Litanie pour les yeux de Fadima, il y a quelque chose qui manque quand on vous lit, c'est-à-dire la poésie. Je ne vais pas vous comparer à Senghor, au Stinois, à Hugo et tout ça, mais quand on lit un texte, une poésie, souvent ça nous saisit, ça nous emporte et ça nous transporte. Mais en vous lisant, on se rend compte que bon, il y a une juxtaposition de belles phrases. Et les phrases sont bien écrites, c'est beau et tout ça, mais tout le monde peut faire ça, à la limite. C'est-à-dire que tout le monde peut écrire ce que vous écrivez, parce que vous juxtaposez des sujets divers, la société, la spiritualité, le monde virtuel qui se substitue au monde réel. Mais à la limite, on dit que bon, c'est le quotidien, c'est le quotidien. Un individu de... Le titre méditation quotidienne. Oui, je comprends, mais à la limite, c'est de la banalité, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire quelque chose que Kémy Séba peut faire, que Ousmane peut faire, que quelqu'un d'autre peut faire. Donc, or, la poésie, on sait que la poésie obéit à des normes, à des lois, et ces lois-là sont tellement rigides que si on est censé dérailler tant soit peu, on se rend compte que ça ne va pas. Le texte, il est là, mais quand on le lit, il y a quelque chose qui manque. On se dit que est-ce que c'est de la véritable poésie en tant que telle? C'est-à-dire le contenu et tout ça, mais la matière manque. C'est-à-dire la rigueur poétique, le fait que quand on lit, on est illuminé par ce que l'auteur écrit, ça manque. C'est assez léger. Je ne sais pas, peut-être, bon, vous vous dites que bon, il faut que c'est un premier jet, je vais écrire, et après, nous sommes des écrivains. Le premier jet, c'est tout le temps comme ça. Souvent, le premier texte est souvent le plus mauvais texte qu'on écrit pour un auteur. Mais il y a des auteurs aussi, ils écrivent un premier texte, ils entrent dans la postérité. Donc cette légèreté-là, je ne sais pas si vous l'avez senti ou pas. Comment vous expliquez ça? C'est fait exprès parce que d'abord l'idée c'est de ne pas faire ce que personne, de faire ce que personne n'a fait. C'est pas on n'est pas de faire ce que personne n'a fait. Oui. On n'est pas dans une logique peut-être de concurrent et que finalement. Mais de le faire en bien quand même. Hein? En bien. Et que peut-être je vais même vous faire un aveu, c'était parti pour être un recueil de nouvelles. Et au fur et à mesure que j'ai transformé avec l'écriture et pour tenter de voir un style beaucoup plus approprié sur ce qui cherche à être dit. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un rythme de respiration qui m'est propre. C'est comme ça que j'ai toujours écrit et je trouve que ça ramasse en quelque sorte des propos bien sentis avec une expérience derrière. Des fois, j'ai besoin de raconter aussi un peu plus. Je comprends ce que vous dites. Puisque je m'octroie une liberté stylistique entière, je ne cherche pas à m'enfermer dans un style. J'essaie tout juste de trouver. Je vous donne un exemple, par exemple. Oui. C'est comme si vous me dites, moi, je vais écrire sur Nietzsche. Vous avez cité Nietzsche tout à l'heure. Oui. Mais bon, comme j'écris sur Nietzsche, je le fais comme je veux. Je veux puiser chez Sartre. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, la poésie obéit à des normes. Vous avez une respiration qui vous est propre, c'est vrai. Mais quand même, il y a les carcans et les codes qui sont là, par exemple. Et si vous ne respectez pas ces codes-là, automatiquement, quand quelqu'un lit le texte, il sent qu'il est en train de dérailler. Il ne fait plus ce que l'école classique, je ne vous range pas dans les Senghor et tout ça, on ne vous demande pas ça. Mais au moins, que quand on vous lit, on sent que franchement, ça c'est de la poésie pure et dure, quelque chose qui peut nous illuminer. Mais moi, je ne le sens pas dans le texte. Oui, c'est de la subjectivité, mais aussi de l'objectivité aussi. C'est de la subjectivité et de l'objectivité en tant que telle. Pour vous dire, je comprends. Il veut parler du lyrisme peut-être. Parce du lyrisme, de cette atteinte à l'âme peut-être. La poésie, c'est... Oui, je ne cherche pas à atteindre l'âme, je cherche peut-être à divulguer des idées. Donc, mais je pour divulguer des idées. Oui, c'est-à-dire, tu fais un essai. On fait de la prose. Quand par exemple tu as un essai, tu as par exemple, tu es beaucoup plus libre parce que tu n'oublies pas au code de la poésie. Tu peux écrire ce que tu sens. C'est-à-dire que par exemple quand tu écris un roman ou un essai, là tu as la latitude de déverser tout ce que tu as dans le ventre, de penser la société comme tu le veux. Ça n'obéit à aucune règle particulière. Mais quand tu écris la poésie, il y a des règles, les codes qui sont là, il y a les sentiers battus qui sont là. Oui. Si tu dérailles tant soit peu, Amadou Lamine Sall va te dire que ce que tu as fait jeune homme, c'est assez léger. Oui, allez-y. Oui, vous parlez peut-être de rimes riches, rimes croisées,
etc. Oui, non, peut-être mais c'est- parce qu'il y a la c'est- poésie libre. Non, non, mais parce que vous faites de la poésie libre. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails. dans Dans la que règle ce de la soit des poésie, alexandrins, des peut-être Soroé, que respecter ce soit les des structures livres, de base. voilà, Oui, voilà. oui, peut-être respecter les structures de base. Bon, je suis entièrement d'accord avec vous. Peut-être c'est une première expérience. On va en déduire les enseignements et Ah oui, oui. peut-être faire une projection dans le futur et peut-être ça va payer. Oui, Pourquoi parce pas que ne pas le niveau faire du une français, autre il est là quand même. Quand de on corriger sent que cette vous version. parlez bien français, Je suis tout entièrement ça, d'accord l'expression avec est vous. bonne, mais la matière laisse à désirer quand même. On y travaillera. Inch'Allah. oui. C'est comme si j'étais un bon auteur, mais que je vienne chanter alors que, C'est ça. alors que je chante comme Kémy Seba. Kémy, Mon très cher petit frère, bonsoir. Bonsoir. Tu as quel âge si c'est pas indiscret? 23 ans. 23 ans. On dit toujours que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Bon, il y a des exceptions. Mais je ne suis pas en train de dire que tu es l'exception. Je n'ai pas encore sorti de rose ou de ronce, mais tout d'abord, on doit te féliciter, je pense. Parce qu'on est dans un monde au XXIe siècle où aujourd'hui, les gens s'éloignent de tout ce qui a trait à l'intellectuel. Les gens s'éloignent de tout ce qui a trait au cérébral et sont dans le matériel, sont dans ce qu'ils appellent le concret, l'avoir, l'obtenir, et quelque part, tu nous offres une partie de toi. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que cette partie de toi que tu nous offres, comme un cadeau à Noël qu'on nous offre, c'est pour ceux qui fêtent Noël, ou pour leur Cadeau de anniversaire, Ramadan. ou cadeau du Ramadan, qu'on nous offre ou pas, à partir du moment où on vous fait ce don-là, le premier devoir, c'est de remercier. Donc on te remercie, petit frère. Maintenant, ton livre est aussi, à mon sens, le symbole d'une époque. Je suis un amoureux de ce cadre qu'est le livre. Le livre, normalement, revêt une certaine sacralité au commencement. Le livre, quand on dit ou quand on lit, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres ouvrages, au commencement était le Verbe. Ce verbe couché sur papier, normalement, doit être la juxtaposition de deux mondes, la pensée et le réel. Et ces deux conjugués au présent doivent donner une porte ouverte sur nos vies au quotidien, justement, comme tu essayes de l'exposer. Et le problème, c'est un petit peu ce qu'ont dit mes frères tout à l'heure, mais je vais essayer d'ouvrir même une autre porte. On est dans une période où, même si bon nombre de personnes se détachent et s'éloignent de tout ce qui a trait au cérébral, il n'en demeure pas moins que de l'autre côté, bon nombre de personnes qui sont plongées dans le train-train quotidien pensent qu'elles peuvent se lever aujourd'hui et devenir du jour au lendemain des écrivains. On a en Europe, je ne vais pas les citer ce qu'on a en Afrique, mais des gens de la télé-réalité qui se lèvent du jour au lendemain. Ils écrivent. Et Nabila qui va écrire un bouquin. On a un cuisinier, ce livre sur la cuisine c'est très bien aussi, mais je veux dire que il t'est arrivé un incident dans la rue, je vais écrire un bouquin. Le bouquin perd de son sens, perd de sa noblesse, et je ne te cache pas que lorsqu'on a reçu ce livre, aux côtés de tas d'autres, j'ai vu Méditation quotidienne et je me suis dit, enfin un livre qui va nous permettre d'aller au-delà de la banalité littéraire qu'on reçoit. on s'attendait peut-être pas oui, à c'est Feu ça. Bunsar qui a fait un peu ce Quelque genre chose d'extra, de méditation, mais en prose, mais quand même... un contenu quand même qui revêt une notion de sagesse quelque part. Il y a un passage, je ne vais pas revenir, parce que tu emploies plusieurs thèmes, hein. Tu parles en effet de l'amalgame entre les cimetières, le business de la mort, tu critiques ces gens-là qui ignorent, ça c'est des thèmes qui peuvent être intéressants, qui ignorent les gens lorsqu'ils sont vivants et qui les pleurent lorsqu'ils sont morts et qui dépensent des sommes astronomiques lorsqu'ils sont morts, c'est très positivement énoncé et pensé. Le rapport à nos terres, ces occidentaux qui sont dans cette démarche de piller nos ressources, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'accaparement des terres, intéressant. La spiritualité, les principes. Mais lorsque l'on vient et qu'on parle de méditation quotidienne et qu'on pose ça dans un livre et qu'on vient au grand rendez-vous, c'est qu'on pense que dans ce grand rendez-vous, on a donné à l'intérieur de ce livre un grand outil qui permette aux gens d'avoir une valeur ajoutée dans ce cadre de la méditation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, petit frère? Effectivement. Or, le problème, c'est que lorsque l'on te lit, il y a un poème, j'en lis juste un petit extrait parce qu'il m'a marqué parmi tant d'autres, j'en parlais pas tout à l'heure, mais il est intéressant. Et je vais remplacer le nom du titre, le titre que tu as donné par le terme poète. À la place de leader, je vais dire poète, si tu permets. Le poète périt, il se noie, il se trompe au profit de sa masse. Un mot qu'on se doit de déguster avec un goût amer, de savourer doucement et de consommer avec modération. Être poète ne se décrète pas. C'est moi qui remplace poète par leader, tu comprendras pourquoi. Oui.
La poésie, avoir confiance en soi, se donner confiance autour de soi, mettre en forme les rêves. Après les coups de cœur et les lettres venant de Père Noël, le poète se dévoile, décantant ainsi la situation. Face à tout obstacle, frémissant les germes de la peur et de l'incertitude, il éclaire le peuple, les hommes. Quand tu parles de leader, je remplace ça par poésie parce qu'en effet, le poète doit être celui qui, s'il prend la responsabilité de rentrer dans cette dimension littéraire, doit, à partir des codes donnés, apporter une valeur ajoutée pour la population. Or, il n'y a rien, petit frère, et je te le dis avec toute mon affection, réellement, il n'y a rien qu'on lise dans cet ouvrage et qui, lorsqu'on l'a fini, nous pousse à nous dire « Ah, cette méditation m'a poussé à comprendre quelque chose. Cette méditation m'a bouleversé. » Il n'y a rien. Ce livre, et je demande à tout le monde, parce que lorsque des jeunes écrivent, il faut les encourager. Je vais, à défaut de te complimenter, essayer de te rendre riche, acheter ce livre. Mais, je te demande, petit frère, de densifier, de un, ton vécu, pour que la méditation puisse prendre de l'altitude, et de l'autre côté, aussi, densifier ton travail de précision en ce qui concerne les codes dans lesquels tu veux entrer, de telle sorte que la prochaine fois que tu viendras, si Dieu permet, exactement, tu passes à la prose, de sorte que quand tu viendras la prochaine fois, on sera obligé de te complimenter. Voilà. Et on te le dit avec grande affection. Oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Peut-être c'est, comme le disait le docteur, c'est cette atteinte de l'âme que vous cherchez dans le livre. Or, dès le début, dans la poésie, oui. Vous qualifiez déjà ce livre dans le cercle vicieux de la poésie, donc on va rester dans la poésie. Vicieux de la poésie. Donc, je ne cherche pas à atteindre l'âme, j'essaie tout simplement de divulguer un message, de coucher des idées, de divulguer un message qui passe le plus simple possible. Alors, vous avez dit que après le poète doit tout simplement divulguer des messages. Après cette, peut-être que ces messages auront une large portée, mais ces messages doivent atteindre toute une communauté. Là, je tente de divulguer des idées, de les partager avec tout le monde. Et quand on lit c'est vraiment ces méditations, j'aimerais tout simplement dire qu'il y aura une sorte d'éveil. Oui. Maintenant, pourquoi ne pas faire quelque chose qui est accessible à tout le monde comme un essai? Oui. Je vous l'ai dit tantôt. Il a voulu faire un autre nouvelle. Je vous l'ai dit tantôt. Il va faire parce qu'il a prévu 2 ouvrages. C'est ça que tu peux dire. Il y a 2 ouvrages, il y a des textes qui ont été éliminés. Donc au départ, peut-être le coup a été biaisé. Un peu élitiste, si on le dit. Déjà, le coup a été biaisé. Donc ce qui fait que il y a une inspiration. C'est magique. Il y a un talent au départ, je veux dire. Bien sûr. Exactement. C'est comme chanter, tout le monde ne peut pas chanter. C'est extraordinaire. C'est de la poésie, je suis Donc cette dimension-là, là qu'on ne retrouve pas. La raison pour laquelle je vous dis qu'au départ le coup a été déjà biaisé, parce que c'était parti pour être un recueil de nouvelles que j'ai transformé en poésie en éliminant quelques textes. Pour tout simplement dire qu'il y a une portée, un message que je veux divulguer tout simplement. Il n'y a pas une quête ou bien une recherche de l'âme, cette atteinte de l'âme que dont vous parlez. Ce qu'on veut te dire, petit frère, et juste pour conclure sans te couper, tu me permets, c'est que écrire un livre, c'est du sérieux les gens, est déjà un acte périlleux et difficile qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais quand, a fortiori, tu rentres dans la dimension de la poésie qui est l'élitisme, une sorte d'élitisme dans ce domaine livresque-là, frère, il faut que tu sois pas au-dessus du lot, mais au-dessus de ceux qui sont au-dessus du lot. Et si tu ne l'es pas, ben, tu passes à côté alors que tu as le talent, le potentiel pour travailler, te densifier et devenir extraordinairement grand, si Dieu le permet, dans les temps à venir. Et on t'encourage vraiment à ça. Oui, il faudra aussi le reconnaître. Il y a un public, un large public, des lecteurs qui n'adorent pas la poésie, qui la détestent à jamais. Donc j'ai voulu peut-être aller à la reconquête de ces lecteurs-là, de les inviter. Ah non, est-ce qu'ils n'ont pas fait le travail? Non, on va pas faire une mauvaise publicité quand même. Mais est-ce qu'elle a fait? C'est également valide et convaincant. Donc il faut partir à la quête peut-être des lecteurs et les inviter
à rejoindre le Parce qu'il y a de la poésie. C'est le génie. Il y a de la poésie. Moi, je pense même que les poètes qu'on enseigne à l'école, qui sont parmi les plus grands, mais on fait les poèmes qui sont les plus accessibles. Bien sûr. Qui sont accessibles. Mais c'est sûr que c'est capable de toucher le gosse du peuple. C'est parce que la simplicité, c'est le génie. Les gens qui sont beaucoup plus élitistes n'ont pas forcément plus de talent. Je ne pense pas que Senghor a plus de talent que Victor Hugo. Et les poèmes parfois de Hugo sont beaucoup plus accessibles. Senghor, c'est vraiment dans l'élitisme. Et la complexité, c'est vraiment le niveau suprême. Donc, tu l'as mis dans Senghor, parfois, ils font des choses qui sont accessibles. Mais d'une beauté sans nom, je veux dire que c'est la beauté, en fait. C'est l'esthétisme. La poésie, quand vous entrez dans un domaine, il faut que ça te domaine, voilà, je veux dire que faut que tu ça ne peut partir que d'une inspiration. Moi, je pense que sans inspiration, on ne peut pas faire d'art. Une œuvre d'art sans inspiration, c'est l'inspiration. Parce que dans l'art, il y a une part de création du monde. Voilà, un livre, c'est un outil littéraire. Quand c'est en prose, parfois ça peut être très bien écrit, ça peut véhiculer des messages. Mais ça reste de la prose. Je veux dire que quand tu dis je fais un poème, c'est que automatiquement tu es inspiré et que cette inspiration doit pouvoir se voir. Donc c'est vrai qu'on sent tout de suite que tu avais commencé à faire même Nietzsche, et tu as fait de la juxtaposé un peu comme ça pour mais c'est pas encore de la poésie à proprement parler. Oui, c'est une première expérience et peut-être je veux dire à sa décharge, en nous le présentant, il ne va pas présenter comme un recueil de poèmes. Oui, ce qui est vraiment à souligner. Donc, peut-être terminer sur la notion, sur le dernier chapitre, parce que je pense que c'est un chapitre qui a fait beaucoup de débats, la spiritualité. Donc, il y a ce phénomène de la non-dissociation entre la spiritualité religieuse, la spiritualité africaine, etc. Dans ce livre, il y a la spiritualité religieuse qui a été traitée. Donc, pour dire peut-être que dans la religion, il y a deux dimensions. Il y a le domaine spirituel et le domaine rituel. Donc, la dimension sociologique, sociale, rituelle, peut-être qui organise une communauté autour de rites, de cultes, de dogmes et d'une identité. Mais si vous voyez très bien ces formes... Et ça aussi, c'est un passage vers le spirituel. Parce que le rythme n'a de sens que quand il peut vous amener vers la spiritualité. C'est juste un passage. Le rythme, si vous voyez très bien, et si vous voyez très bien, ces formes, elles servent tout juste à se construire. Elles sont juste un moyen pour atteindre une finalité qui est la dimension spirituelle. Donc le rite, le culte, le dogme doivent tous opérer une transformation chez l'individu. Et Gris-Geoffroy disait que l'islam peut-être sera spirituel ou bien ne sera plus. Alors l'islam sera spirituel ou ne sera plus. Parce qu'il on parle en effet de la sorte de spiritualité et des fanatiques qui sont à l'intérieur. Alors, toute religion qui ne se vivifie pas, qui ne fait pas de la question spirituelle le cœur même de sa finalité, dégénère dans une contemplation dogmatique et une doctrine purement. Il faut reconnaître qu'on perd cette spiritualité. Ça, c'est une fait. Il sera, c'est ce que je veux dire, c'est pas sera. Donc, au départ, c'est les musulmans qui ne sont plus spirituels. Voilà, effectivement. Vous voyez, au départ, si j'avais connu les musulmans avant d'avoir connu l'islam, je ne serais jamais devenu musulman. Vous voyez, au départ, il y a le message qui est là, la source vivante qui est là, il y a le message qui arrive. Les premiers qui embrassent peut-être la religion sont dans le message vivifiant. Au fil du temps, le médium se prend pour le message et la petite auréole qui a été créée oublie désormais qu'elle sert à un but qui va au-delà d'elle. Ça a été le cas de l'église, de la synagogue, etc. Donc, le reproche que j'ai fait dans cet ouvrage, ce n'est pas un reproche fait aux bouddhistes, aux chrétiens ou bien aux musulmans, que ça soit très clair. C'est une question que je pose à la structure religieuse quand elle reste figée dans le dogme comme ultime but. Si je dis que la seule réponse, c'est une réponse de l'homme. Aujourd'hui, regardez, le problème qu'on a vis-à-vis de la religion, c'est une dimension entre la forme et le fond. Et nous tous, nous oublions que le but de la forme, c'est d'atteindre un fond. Lorsqu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, certains exégètes disent arrêtons de nous dire que c'est le dernier des messages. Non, ce n'est pas ça le sens ultime des choses. Le sens ultime, c'est de dire que l'homme est devenu adulte. Si l'on a considéré que le temps de la prophétie devait s'arrêter, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme avait tellement un esprit tellement élaboré qu'il pouvait discerner le bien et le mal, qu'il pouvait dès lors trouver des réponses. Les messages sont arrivés dans des temps divers en la religion musulmane. Parce que les médias, oui, les médias aussi ont une très grande contribution. Cette universalité qui fait que tout devient universel. Tout devient universel, les messages sont arrivés dans des temps divers, on nourrit la conscience humaine. Et celui qui a envoyé les messages, celui qui voyait les messages venir avait compris que les hommes en réalité prônaient leur propre prophétie. Du coup,
Dieu lui retranscrit à l'homme le pouvoir de donner du sens en lui transmettant des formes de messages. Et si vous allez dans le Coran, d'ailleurs, c'est à l'homme qu'il donne le pouvoir de nommer les choses. Il appela les anges n'arrivent pas à nommer. Donc c'est l'homme qui nomme les choses, c'est l'homme qui crée le monde. Et du coup, il lui retranscrit le pouvoir de donner du sens en lui transmettre des formes de messages. C'est le célèbre verset Khalifatul fil ard. Donc pourquoi aujourd'hui il y a cette sorte de fanatisme dans le monde? On parle d'attaques terroristes, etc. Récemment avec le cas Charlie Hebdo, et là je condamne toute forme de violence, aussi mauvaise, aussi barbare soit-elle. Alors, mais aussi faudrait-il pouvoir avoir la preuve que oui, d'accord, c'est la raison pour laquelle c'est le gars aux États-Unis qui a... oui, il y a des gens qui s'arrêtent le fardeau d'être islamiste peut-être. Vous savez, nous posons le problème qu'on a, c'est que nous posons à la religion et à la foi des questions qui ne les concernent pas. Aujourd'hui, par exemple, je veux dire, la charia, qui est le corps de loi, le texte islamique, dont on se base certains pour étudier, eux, ils ne vont pas vous dire en un moment donné que voici tel chapitre du Coran qui s'appelle la charia. Ceux qui se disent aussi qu'il me faudrait un État islamique, non, l'État islamique n'existe pas dans le Coran. Vous ne verrez jamais un chapitre tel qui s'appelle voici l'État islamique et ses composants. Donc de ce fait, on a affaire à deux sortes de fanatisme. Le fanatisme orienté État islamique, qui est déjà biaisé, et le fanatisme côté charia, mais du côté mauvaise interprétation. Alors, en parlant de ce fait... Vous, quel est votre côté? Oui. Je suis de la charia pure. Pour conclure peut-être passer à notre prochain invité, donc il faut un peu raisonner parce que sinon on va à donner quelques secondes. Monsieur Kemiseba, quand vous me dites par exemple que j'ai le véritable islam, moi cela m'intéresse en tant que musulman de savoir ce qu'est le véritable islam. Mais quand qui a dit ça? Je donne un exemple. Quand vous me dites par exemple que... des gens qui ont dit qu'ils ont le véritable islam. Non, c'est un exemple. Je dis, quand vous me dites que vous avez le véritable islam, là je suis tout à fait d'accord de savoir... C'est quoi le véritable islam? Oui, ce qu'est le véritable islam. Mais quand vous levez un bonjour, vous dites... J'ai le véritable islam. D'ailleurs, voici, c'est un principe de base des... Tu peux revenir sur ce qu'on disait en termes de critique sur la poésie tout à l'heure ou ça n'a rien à voir? Oui, tout est à l'intérieur. C'est la partie spiritualité. D'accord, j'ai bien compris. C'est la partie spiritualité. Ce que tu apposes là comme exemple, c'est pour le relier à quoi concrètement? C'est pour le relier au chapitre, au livre, sur la partie spiritualité. Donc, aujourd'hui, on est en phase d'habiller la religion musulmane comme une religion de... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on entre dans ce débat-là, on va pas s'en donner d'autres très vite. C'est glissant quand même. Oui, par rapport à ce qui est le véritable islam. On maquille de religion. Oui, par rapport à ce qui est le véritable islam. On sort même du paradigme de la spiritualité de la religion. On est dans des considérations beaucoup plus terre à terre que ce que tu peux le penser. Et c'est un piège, par exemple, parfois, de suivre ces gens dans la direction qu'ils vous mais d'ailleurs, quand vous êtes là en me disant que vous avez le véritable islam et que ses principes de base sont des têtes coupées, des moignes coupées, des langues complètement extirpées de leur logement, alors là, avec une parce que déjà c'est un débat. Tout part maintenant de l'interprétation des textes religieux. Nous, en tant que musulmans, on ne tombe pas dans ce piège. Par exemple, les médias, tous les médias qui viennent des masses, c'est vraiment les masses médias qui disent, voilà, oui, il y a un nouvel islam maintenant, c'est des terroristes, ils vous disent ça. Mais qui c'est qui a dit ça? Qui nous prouve que ce sont des musulmans? Nous, on est musulmans, on est nés musulmans, on connaît la pratique, on a cette spiritualité, on vit nos vies de musulmans. On veut nous présenter des gens qui sont musulmans. Que de nom, on nous présente des têtes. Vous voyez ces têtes, vous voyez que ces gens sont sur le sol, mais attends, on te dit que c'est des musulmans. On n'est pas obligé de regarder dans la direction qu'on nous montre. Parce que ça aussi, c'est de la modélisation. Mais à fortiori d'en parler, d'en débattre. Je veux dire que ce sont des débats absolument stériles. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une logique de guerre, comme le disait un président, qui est là, cette logique de guerre contre l'islam. Et s'il faut avoir peur, et s'il faut chercher à se défendre, c'est entre nous et voir qu'est-ce qu'il faudra faire, quelles sont les bases. Au lieu de dire oui, il y a des musulmans qui disent ça, il n'y a pas de musulmans qui disent ça, des musulmans qui disent autre chose. Les musulmans sont des musulmans qui connaissent l'islam. Tous les gens qui combattent le musulman. Tu sais, c'est quoi la force de l'islam?
c'est qu'il est difficile à combattre. Pourquoi? Parce que les gens qui vont essayer de combattre ne sont pas dans ce paradigme et qui vont te donner des arguments qui ne sont pas des arguments islamiques. Ils vont venir couper la tête de quelqu'un, le mettre sur un pieu et dire voilà, oui, c'est... Alors que toi, en tant que musulman, aucun musulman ne fera ça. Donc là, le gars, il est mal barré pour pouvoir te combattre. Parce que ces arguments qu'il croit être des arguments à charge sont en fait des arguments à décharge. Donc ils ne vont pas nous entraîner, nous, dans ces théories de, voilà, de pointer du doigt une chose et nous faire parler, nous, en tant que musulmans. C'est ça. Mais pour en revenir à ça, c'est vrai que comme le dit mes camarades, parce qu'il faut qu'on passe, c'est vrai que c'était, comme tu as dit, tu voulais faire des méditations, mais comme voilà. Il faut lier le fond. Voilà, il faut comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est quand même, quoi qu'on dise, un domaine très élitiste, un domaine d'inspiration. On ne se décrète pas, on est inspiré, et lorsqu'on est inspiré, on est obligé d'écrire. Le poète, parfois, il est obligé d'écrire, parce que c'est quelque chose qui le transcende, et qui le bouleverse, et là, il est obligé de le mettre. Et quand il le fait, quand tu le lis, et voilà, toi aussi, tu es obligé de transporter. La poésie est descendue divine. Commentateurs en poésie, très peu d'originaux, et j'ai envie même d'étendre ça à la philosophie. Tout le monde n'est pas philosophe. Ah oui. Il y a beaucoup de commentateurs, la majorité même de ceux qu'on voit dans le monde, genre en Europe, dans les médias, sont des commentateurs de philosophie, mais philosophes ou poète, c'est produire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. D'original, hein. Exactement, qui est nouveau. Donc ça aussi, on va rester dans le paradigme religieux, voilà, toujours.